Donc bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir dans cette rencontre qui est la deuxième, hein, c'est l'épisode 2, puisque la semaine dernière, enfin le mois dernier, pardon, on était alors en plein confinement, c'était au mois d'avril. Avec Anne-France, on avait partagé avec vous sur le sujet de la raison d'être en vrai, une boussole dans la crise. On avait partagé la question de l'origine, hein, de la raison d'être, pourquoi ce sujet, pourquoi un enjeu maintenant, l'intention qu'il y avait derrière cette question de formuler et d'utiliser la raison d'être justement pour orienter son action. On avait abordé la question de la loi Pacte aussi. Il y a eu beaucoup d'échanges puisqu'on avait utilisé ensemble la plateforme donc Klaxoon pour pouvoir vous permettre de poser des questions, et on va le refaire aussi pendant cette séance. Ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'on avait posé le fait que ce qu'on voulait à travers ces rencontres, c'est aussi avoir un échange sans tabou sur cette question-là, avec des retours d'expérience. Donc c'est le cas aujourd'hui, puisque nous avons avec nous, et vous devez pouvoir le voir sur l'écran, Emmanuel de la Chambre, donc, qui est le président de GEFCO France, et qui va nous faire part de son expérience, de comment la raison d'être a été un levier pour une transformation et pour la mobilisation dans un contexte pas évident pour GEFCO à l'époque où ça a été travaillé, et en quoi aujourd'hui ça l'est encore dans cette phase de crise que nous vivons tous. Mais voilà, donc on a vu ensemble que la raison d'être avait pas mal d'impact sur différents domaines sur le sujet de l'entreprise. Là, je vais demander à Ambline si elle peut passer le slide C'est suivant. moi, voilà. Voilà. On a vu ensemble qu'on avait voilà, la raison d'être avait un pouvoir d'innovation et de transformation dans l'entreprise et pouvait agir sur pas mal de zones d'impact, que ce soit la stratégie, la gouvernance, le management, l'innovation, les ressources humaines, la RSE, bien entendu, le marketing et la communication. Avec Emmanuel, on va voir aujourd'hui un impact en termes de transformation, de management interne, de mobilisation des collaborateurs. On va avoir d'autres invités les mois prochains, puisqu'en fait, ce rendez-vous en fait, va se répéter tous les mois, et on aura d'autres invités, donc notamment, et là je vais aussi demander de passer le slide suivant, excusez-moi, on aura Patrice Carayon, donc le président de Chiesi France, qui est un laboratoire qui nous parlera aussi de questions autour de la raison d'être, le lien avec Bicorp, la RSE, et voilà, il y a un certain nombre de sujets de ce type-là. Mylène qui dirige le fonds Maïf Avenir, donc ça sera le point de vue d'un investisseur, donc qui est les fonds de la Maïf. On aura aussi Pauline de Mano à Mano qui nous parlera de la raison d'être dans des contextes de croissance, donc comment la raison d'être est un levier dans des croissances fortes. Et puis Émeric, qui est le PDG de la CAMIF, qu'on ne présente plus, qui est aussi président de la communauté des entreprises en mission, qui nous parlera de la manière dont il a repris la CAMIF, et en utilisant ce levier de la raison d'être et de l'entreprise à mission. Donc voilà, pour faire court. Avant de donner la parole à Emmanuel, je vais laisser la parole à Anne-France qui voulait nous faire un petit update par rapport au mois dernier sur les enjeux de la raison d'être dans le contexte que nous vivons actuellement. Et après, on laissera la main à Emmanuel qui nous fera part de son expérience. Merci Jean-Noël. À nouveau, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On voulait vous partager très rapidement, en fait, ce qu'on a en dézoomant sur les 2 mois qu'on vient de vivre, quels sont pour nous les 5 enseignements ou les 5 marqueurs clés qui constituent, selon nous, des appels d'air importants pour la notion de raison d'être. Mais peut-être avant de les dérouler, on voulait aussi partager un événement qui nous semble majeur et qui a été annoncé ce matin. C'est le fait que Danone ait annoncé qu'ils allaient adopter la qualité de société à mission avec une AG le 26 juin. Donc, rappelez-vous, pour ceux qui étaient au dernier webinar, en fait, la société à mission est une société qui se dote d'une raison d'être et d'engagement, inscrit dans les statuts avec un comité de mission et une évaluation par un organisme tiers indépendant. Donc ça, c'est la partie juridique. Et donc, c'est la partie, on va dire, c'est le niveau le plus engagé de l'inscription statutaire d'une raison d'être. Et en fait, ce qu'on voulait partager à nouveau avec vous, c'est le fait de saluer ce geste parce que ça confirme les convictions que l'on porte depuis l'origine, à savoir que pour des entreprises dont la relation à la RSE n'est pas contestable, la société à mission apporte plus de la puissance, de l'agilité, du sens, de la résilience, en tout cas des capacités essentielles dans le monde de demain. Et ce qui sera intéressant d'ailleurs pour vous à suivre, c'est comment ça va se passer à la bourse.
puisque la société à mission se met à l'épreuve de la bourse et comment la bourse va réagir. Donc voilà, ceci étant dit, événement important et qui montre, enfin voilà, qui rentre en résonance sur l'importance du sujet que l'on traite avec vous aujourd'hui. Très rapidement, pour revenir à ces marqueurs qui sont évidemment, on est un peu dans la caricature et dans la simplification, mais ça nous permet d'avoir ensemble des grands éléments clés à partager. Si on prend le premier point, vous avez dû le voir dans la presse, les notions de responsabilité et d'utilité des entreprises ont fait la une. Pas un jour sans que les médias n'abordent le sujet. Alors, peut-être ce qu'on peut se dire, c'est qu'au-delà du fait que les entreprises soient parfois considérées comme partie du problème, il y a eu à de très nombreuses occasions, il a été déclaré que les entreprises les plus engagées s'en sortent mieux. Et puis, un autre point, il y a un consensus qui se construit aujourd'hui sur le fait que les entreprises ont un rôle majeur à jouer et qu'elles doivent repenser leur rôle. Vous avez peut-être vu un sondage IFOP en avril qui disait que 9 Français sur 10 estiment que les dirigeants d'entreprise ont un rôle important à jouer dans la gestion de l'urgence, des conséquences sanitaires et économiques de la crise, mais aussi dans la construction du monde d'après. Si on prend le deuxième marqueur, les changements sociétaux qui s'accélèrent, donc c'est des changements sociétaux qui étaient déjà à l'œuvre, vous les connaissez tous, sur les inflexions des modes de consommation, mais on a vu que pendant le confinement, donc, la consommation de bio et de local s'était accélérée. Les inégalités sociales qui se sont exacerbées, vous l'avez constaté aussi, les plus vulnérables sont davantage exposés à la crise du Covid. La montée des préoccupations environnementales aussi, vous avez dû le constater, avec une pandémie qui prend sa source dans un dysfonctionnement environnemental. Maintenant, l'opinion publique a définitivement compris la convergence du social et de l'environnemental. Vous avez constaté également le retour de l'État, l'amplification du dialogue démocratique, avec beaucoup de débats citoyens qui ont été hyper consultés sur le monde d'après. Et puis enfin, une question assez passionnante pour les acteurs économiques, qui est la question de l'utilité qui a été au centre du débat, avec le point sur l'utilité des métiers, les premières lignes, les deuxièmes lignes, etc., qui interroge beaucoup. Donc, à garder en tête. Le troisième marqueur, je vais en hyper accélérer pour ne pas prendre du temps au propos d'Emmanuel, donc, qui est le nouveau pacte social dans l'entreprise. Là aussi, des choses que vous avez vues. Le monde du travail est profondément bouleversé avec 10 millions d'actifs au chômage partiel, soit la moitié de ces actifs, 8 millions d'actifs en télétravail. Donc, peut-être que demain, on ne parlera plus du télétravail, mais d'autres choses, parce que la sémantique va bouger, avec des enjeux de cohésion pour demain au sein des entreprises, des nouvelles façons de travailler, un corps social peut-être désuni, un enjeu de redonner du sens au travail et au projet d'entreprise. Et enfin, quelque chose aussi qui est très étonnant, alors certains parlent d'infantilisation d'ailleurs, c'est le care qui devient une prérogative nouvelle des entreprises. Certains disent que la première responsabilité des entreprises est d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, et avec les nouvelles générations qui, assez spontanément, demandent à être protégées. Quatrième marqueur, là, qui est assez intéressant et qu'on a vu émerger, qui est tout simplement la valeur démontrée des liens entre les parties prenantes. La crise a en effet mis en lumière l'interdépendance des écosystèmes, et force est de constater que les entreprises qui portaient une forte attention sociale et qui avaient construit un dialogue solide avec leurs parties prenantes ont pu agir beaucoup plus rapidement et de façon coordonnée avec leurs collaborateurs et leurs parties prenantes. Et enfin, pour finir, la nécessaire transformation de certains modèles d'affaires ou des modèles d'affaires, puisque la crise a fait plonger de nombreux secteurs qui, pour pouvoir se relever, vont être obligés de se réinventer. Les transports, bien évidemment, le textile, avec la fast fashion, l'industrie automobile, avec les aides de l'État qui sont assujetties à des engagements de relocalisation, l'immobilier, l'assurance, etc., etc. Donc voilà, ces 5 marqueurs, c'était pour vous dire qu'en fait, la crise sanitaire que nous vivons avec acuité interroge les organisations sur leurs fondamentaux et sur leur utilité dans la société. Or, la raison d'être, rappelez-vous, vise à exprimer l'ADN d'une entreprise et la manière dont elle entend contribuer à la société. Donc, les deux sont intimement liés. C'était intéressant de mettre ça en écho ensemble.
Et donc là, je passe la parole à Manon qui va vous rappeler les consignes pour poser les questions à Emmanuel. Et ensuite, voilà, on écoutera Emmanuel. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, sur le même format que la semaine dernière, on va recueillir tout au long de la session vos questions sur la plateforme Klaxoon. Donc, je vous invite dès maintenant à rejoindre la plateforme depuis votre téléphone portable. Donc, vous avez 3 options pour y accéder. Soit vous utilisez le QR code qui s'affiche ici sur la slide présentée par Claire, soit vous allez sur le site klaxoon.com et vous entrez le code affiché ici, donc G69JMDE. Soit vous allez dans l'onglet Converser en bas de la fenêtre Zoom et on vous y inscrit le lien pour accéder directement à la plateforme. Donc, vous pouvez dès à présent envoyer vos questions et puis Emmanuel tâchera d'y répondre dans un second temps. Si jamais ça ne fonctionnait pas, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions dans Converser au conférencier et on tâchera de les rassembler sur Klaxoon. Claire, je te laisse la parole pour la suite. Oui, merci, pardon. Merci Manon. Donc, comme tu l'as dit, on va revenir après le témoignage d'Emmanuel sur toutes les questions que vous pouvez poser. Donc là, on va avoir un premier temps de discussion et d'échange avec Emmanuel. Peut-être que pour commencer, tu peux présenter finalement quelle est l'entreprise GEFCO et puis surtout, quel était le contexte quand toi, tu es arrivé au sein de GEFCO France. Tout à fait. Rebonjour à tous. Très heureux d'être là avec vous pour partager cette expérience. Alors, très rapidement, pour ne pas vous saouler de chiffres, déjà, avant de parler de chiffres, GEFCO, c'est quoi? GEFCO, ça veut dire groupage express de Franche-Comté. Donc, c'est une société qui est née en 1949, qui est la filiale outil de PSA à l'origine, donc qui a pour mission d'assurer le transport et la logistique des usines PSA en amont et en aval, et donc dont l'actionnaire était 100% PSA jusqu'au 1er janvier 2013. Donc, GEFCO, donc, comme vous l'avez compris, ses métiers, c'est le transport et la logistique et le freight forwarding partout dans le monde. L'actionnaire était, comme je vous l'ai dit, PSA jusqu'au 1er janvier 2013. C'était à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires, 12 000 collaborateurs et une présence dans 47 pays. Alors, moi, je suis responsable uniquement de GEFCO France, qui fait le quart de tout ça, 1,2 milliard, 1,3 milliard à peu près, avec 2500 personnes. Et lorsque j'arrive chez GEFCO pour m'occuper de GEFCO France, j'arrive mi-2013 et ma feuille de route est claire. Je dois redresser GEFCO France parce que GEFCO France est le poids mort du groupe. Ça a beau être un quart du chiffre d'affaires, ce sont des pertes à 2 chiffres de l'ordre de 40 millions. Et si l'on ne fait rien, l'histoire est déjà écrite à l'avance, nous allons aller doucement mais sûrement vers 100 millions de pertes. Donc, c'est juste pas supportable dans la durée et ça mettrait la société en danger avec des impacts sociaux très, très importants. Puisqu'à l'époque, il y a 3500 personnes qui travaillent chez GEFCO, plus les sous-traitants. Et donc, l'écosystème de GEFCO, c'est entre les sous-traitants et GEFCO, c'est à peu près 10 000 personnes tous les jours qui font rouler des camions, qui bougent des palettes, qui bougent des voitures, etc. Et donc, après un diagnostic d'à peu près une année, il est pris la décision de lancer un plan de performance qui a une partie commerciale et une partie gestion des coûts. Et donc là, on rentre dans un tunnel qui va durer 3 ans où on va avoir un plan de réduction des coûts drastique avec notamment la mise en place de 3 PSE qui conduisent à la suppression d'à peu près 900 emplois, c'est-à-dire 25% des salariés. Donc, c'est quand même un choc pour une société comme GEFCO qui n'a jamais connu cela. C'est la première fois. Même si j'alimente le sujet d'une diversification du portefeuille client, puisque en 2013, PSA, actionnaire unique et historique, pèse encore pour 70% du chiffre d'affaires, eh bien, la petite lumière d'avoir de nouveaux clients a du mal à effacer les plaies d'une société qui a vécu sous une cloche, hein, avec une sorte de monopole de fait sur son premier client et qui voit tout d'un coup ses effectifs fondre et un salarié sur 4 quitte l'entreprise dans les 3 ans qui arrivent. Donc, il fallait le faire. L'accueil sur cette restructuration est plutôt bon de la part du corps social. Je suis même très étonné de la résilience des gens, puisque les gens travaillent jusqu'au dernier jour, sont très impliqués. On a eu une demi-journée de grève, encore en concertation avec les syndicats. Donc, ça se passe objectivement, cette restructuration se passe objectivement très, très bien.
J'en suis d'autant plus étonné que je viens de l'industrie du chemin de fer, qui est beaucoup plus dur dans les rapports sociaux. Et je me dis, waouh, c'est super, ça s'est super bien passé, alléluia, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et courant 2016, on est à break-even. On fait un petit équilibre. On est à break-even. On a rentré plein de clients. PSA est descendu à 55% du chiffre d'affaires. La trajectoire est bonne. La trajectoire est plutôt bonne. Le quotidien est plutôt bon. On arrive à augmenter les salaires. On verse de l'intéressement en participation. On met en place des politiques de bonus. On met un certain nombre d'outils qui n'existaient pas vraiment chez Jeffco. Et j'ai le sentiment que tout va bien. Et j'ai le sentiment que tout va bien et je suis plutôt content de moi, très franchement. Je suis plutôt content de moi. En fait, ça y est, j'ai retourné la boîte et j'en ai les premiers résultats. Et c'est le troisième retournement que je faisais. Et je me dis, ça n'a pas été simple, mais finalement, ça s'est super bien passé. La résilience des gens est très forte. C'est super. Maintenant, on va naviguer comme ça, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. On va continuer notre feuille de route, toujours augmenter les revenus avec de nouveaux clients et continuer à baisser les coûts. Bref, recette assez classique. Et puis là, le groupe lance une enquête pour la première fois, une enquête interne d'engagement dans tous les pays, dans les 47 pays, dont la France, bien sûr, qui fait plus du quart des effectifs. Et là, le résultat, il est même pas bon, il est juste catastrophique, puisqu'on a 22% d'engagement. Alors, au départ, vous savez comment c'est, hein, on regarde les chiffres en tant que dirigeant, on se dit oui, mais bon, la manière de calculer, patati, patata. Puis, il faut se résoudre à l'évidence. Les gens qui organisent ces enquêtes d'engagement ont de l'expérience, ils ont des benchmarks. Et on est juste avec un taux d'engagement qui est 2 fois inférieur à celui de notre secteur. Donc, il faut bien que j'accepte la conclusion. J'ai un véritable décalage entre la mise en performance de l'entreprise, le chemin qu'elle a pris, avec une durabilité économique qui se profile, et donc un avenir pour moi évident, et cette enquête d'engagement qui révèle que les gens, les salariés chez Jeffco France sont beaucoup moins engagés, en fait 2 fois moins engagés que chez nos concurrents. Bon. Et dans cette enquête d'engagement, il n'y a pas que des chiffres, il y a aussi beaucoup de verbatim. Et le verbatim qui ressort, c'est nous comprenons tout à fait ce qui a été fait, c'était nécessaire. Donc il y a une forte conscience, et c'est pour ça qu'ils l'ont accompagné, qu'il fallait faire ce travail de restructuration. Mais la suite, c'est quoi? Et cela revient tout le temps. Mais la suite, c'est quoi? Et en fait, j'en sais rien à ce moment-là, parce que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Une fois que vous avez retourné une entreprise, vous lui avez donné des bons fondamentaux. Dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas c'était ma conviction à l'époque, vous naviguez un peu à vue. De toute façon, quand vous avez un contrat avec un client pour 3 ans, c'est le maximum. Au bout d'un an, il le remet en cause. Et puis, le monde est incertain. Et d'ailleurs, c'est ce que je répétais à tous mes collaborateurs. Le monde est incertain, ne me demandez pas de vous donner des certitudes. Et j'étais d'ailleurs sur ce credo-là, de dire ne me demandez pas de répondre à une question à laquelle je ne sais pas répondre. Mais en fait, ce n'était pas la question qui me posait. C'était pas vraiment la question. Et la suite, c'est quoi? C'était pas. Ma réponse était le monde est plein d'incertitudes, donc me demandez pas. Donc je répondais à côté, donc j'étais hors sujet. Voilà, si j'avais passé mon bac, j'aurais été hors sujet. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis à ce moment-là, parallèlement dans cette année 2016, il y a un travail qui est initié par mon président, qui s'appelle Luc Nadal, sur la raison d'être, l'ADN, le sens du groupe Jeffco, et qui est initié avec Jean-Noël, qui est là, que vous voyez, et auquel je ne participe pas au départ. Et effectivement, Jean-Noël me le rappelait hier, je ne me souvenais plus, mais on a un déjeuner, il m'explique ce qu'il est en train de faire avec Luc, et je lui dis en gros, pipeau ton truc, quoi. Voilà. Voilà, parce que j'avais tellement aussi les mains dans le moteur et dans la boîte de vitesse, et j'essayais de remonter tout ça dans l'ordre pour que ça fonctionne mieux, que moi-même, j'étais incapable de lever le nez et de regarder l'horizon. Et puis, on en discute, ça prend de l'ampleur au sein du groupe Jeffco. Et puis, à un moment, il y a un déclic qui se fait dans mon esprit parce que Jean-Noël me dit un jour, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on décode l'ADN de la boîte. Et je ne sais pas pourquoi, ça a percuté dans mon cerveau, ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné. Et finalement, je me suis dit, oui, de toute façon, une entreprise n'est jamais qu'une personne morale, et oui, elle a un ADN. Et je commence à me rendre compte que depuis que je suis chez Jeffco, il y a aussi des choses que je n'ai jamais compris sur le comportement des gens et la culture de la boîte. En fait, cette résilience continue, cette volonté de rester ensemble, cette volonté de se projeter, m'ont servi lors de la restructuration,
mais c'est quand même eux. Voilà, c'est eux. Et en fait, j'avais d'ailleurs moi-même beaucoup de mal à décoder la boîte dans laquelle j'étais depuis 4 ans. Beaucoup de mal à la décoder, à décoder les comportements des gens, à anticiper leurs réactions. J'avais beaucoup de mal. Mais ce n'était pas très important, puisque jusque-là, j'avais utilisé des recettes de retournement très classiques, hein, c'est toujours les mêmes, hein, baisser les coûts, augmenter les revenus, baisser les coûts, augmenter les revenus. Alors, dit comme ça, c'est facile, après il faut le faire, hein, c'est toujours pareil, hein. C'est pas très agréable en plus, mais c'est compliqué, il y a de la tension, mais les recettes sont connues, hein. Vous prenez n'importe quel livre sur les recettes de management du redressement, c'est à peu près ça qui ressort. En revanche, Jeffco restait quelque part un petit peu une inconnue pour moi. Et lorsque les travaux sur l'ADN de Jeffco me sont livrés par Jean-Noël et son équipe et puis par Luc, ça percute. Je me dis, waouh, je comprends mieux déjà la boîte. Je la comprends mieux. Et il m'aura fallu plusieurs années. Et très probablement, il n'y aurait pas eu ce travail, je ne l'aurais jamais compris. Je ne l'aurais jamais compris. D'ailleurs, je serais déjà parti de la boîte pour faire un autre redressement. Et donc, je suis dans une impasse. J'ai un taux d'engagement qui est extrêmement bas. J'ai une boîte qui va beaucoup mieux. OK. Donc, il y a de la frustration au milieu, il y a de l'incompréhension. Et la question, c'est comment je réponds à leurs questions et comment je réconcilie tout ça. Parce que de toute façon, j'ai très vite compris que j'avais soigné le malade, mais je n'avais pas forcément donné de perspective pour lui donner envie de vivre. Et ça, c'était un problème. Et donc, en quelques séances de réflexion, ça n'a pas été très long, il a fallu peut-être une quinzaine d'heures, 3 réunions ou 4 réunions, mais en fait 3 ou 4 séminaires ouverts. Je suis arrivé à la conclusion que je ne savais pas leur garantir une histoire et un avenir, parce que ça, j'en étais incapable. On rentrait définitivement dans le monde de la concurrence, de la fin du monopole, etc. Je leur imposais d'être rentable et toujours un peu plus profitable, en progrès continu, mais il fallait que je leur donne du sens. Et leur donner du sens, il fallait que je touche ce qu'on appelle la raison d'être aujourd'hui. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes tous ensemble depuis chez Jeffco? Un chiffre important, l'ancienneté chez Jeffco, quand je suis arrivé, c'était 22 ans moyenne. L'ancienneté moyenne, c'était 22 ans. Une très grande fidélité à la boîte. Une très, très grande fidélité à la boîte. Une très grande implication. Une résilience absolument incroyable que je n'ai vue nulle part ailleurs, mais qui est complètement liée à l'ADN de la boîte et à la façon dont elle est née. Qui est une boîte qui se projette pour être toujours là et pour que les gens soient toujours là et tous ensemble. Et ça a donné lieu au décryptage de l'ADN de Jeffco et la raison d'être qui se résume à Infinite Proximity. Infinite Proximity, ça veut dire quoi? C'est se projeter très loin, même si on ne sait pas très bien de quoi sera fait demain, parce que ça, ils l'ont accepté. Et Proximity, être toujours ensemble, entre collaborateurs, près de nos clients, près de nos fournisseurs. On sous-traite les 2/3 de notre production. On est avant tout assembleur plutôt que producteur, hein, donc ça c'est important. Et tout l'écosystème d'une manière générale. Et si certains d'entre vous travaillent d'ailleurs avec l'entreprise Jeffco, elle a des qualités, elle a des faiblesses, mais dans ces qualités, il y a une grande fidélité à ses clients, un grand respect à ses fournisseurs aussi, et on a souvent des histoires qui sont longues. On ne prend pas un client pour le lâcher au bout de 3 ou 4 mois, ça n'existe pas. Les histoires moyennes dépassent très largement la durée des contrats, et c'est pareil pour les fournisseurs, et c'est pareil dans les rapports sociaux. Voilà. Et donc, en fait, je me dis finalement à la fin, je dois répondre à leurs questions, et la suite, c'est quoi? Et la réponse que je leur donne, c'est, la suite, ça va être le meilleur de vous-même au service du client. Et le meilleur de vous-même, c'est quoi? C'est votre ADN, parce que vous avez un bel ADN. Infinite Proximity, c'est un bel ADN. Donc, je me sers des travaux du décryptage de l'ADN et de la raison d'être. Et je leur dis, votre raison d'être, c'est d'être Infinite Proximity. Eh bien, très bien. Mettez-le au service du client, parce que maintenant que vous avez réglé vos fondamentaux sur les questions de coût, eh bien, faites de la croissance, diversifiez votre portefeuille client, parce qu'il faut être moins dépendant de votre client historique. Et je leur présente ça à une convention cadre fin 2016, et ça marche incroyablement bien. Les gens repartent avec le sourire, ils sont contents, ils se sont reconnus. Ça les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Et donc, le projet d'entreprise de Jeffco France est devenu Customer Infinite Proximity. 2017, 2018, 2019, on attaque la 4e année. On s'est donné des cibles, des petits phares, des petites boussoles. Une des boussoles que l'on a, c'est avoir un chiffre d'affaires composé à 65% de clients autres que PSA. On est en train d'y arriver doucement. Et on a une des autres boussoles que l'on s'est donné, c'est toujours d'être rentable, même en période de crise. Donc, on s'est donné un certain nombre de pôles nord. Il n'y en a pas 36.
tous qui sont articulés autour de notre ADN et le meilleur de notre ADN au service du client. Et alors, comment ça s'est traduit aussi? Ça s'est traduit par le fait qu'il a fallu aller porter cette bonne parole et ce projet d'entreprise, entre guillemets. On a fait un roadshow tout 2017. On a 70 sites chez Jeffco France. Et tout le comité de direction s'est déplacé sur les 70 sites. Alors, on n'a pas fait chacun 70 sites parce que c'était un peu épuisant. Ça durait une journée et demie. Et on a été au contact, moi j'en ai fait une quarantaine, et on a été au contact de toutes les équipes par groupe de 15, y compris sur les shifts de nuit, pour discuter des travaux qui avaient été menés sur l'ADN de la boîte, la raison d'être, et comment on se servait de cette raison d'être pour avoir un projet motivant. Et est-ce que ça répondait à la fin? Et la suite, c'est quoi? En fait, si vous notez bien, je n'ai pas complètement répondu à la question. Je leur ai dit, la suite, c'est quoi? Je n'en sais pas grand-chose, mais si on veut qu'une suite et que vous puissiez vous projeter, mettez le meilleur de ce que vous êtes au service du client. Et dans le meilleur de ce que vous êtes, il y a Infinite. Il y a cette capacité à projeter. Et ça a très, très bien matché. Ça a très, très bien matché. Voilà, donc j'étais à un moment où j'étais extrêmement sceptique. Je m'en suis servi comme une recette, mais parce que je l'avais intégrée. Je l'ai testé et le succès a été immédiat. Et ça a libéré la parole, ça a libéré l'énergie positive et les gens, grâce à ça, ont réussi à se reprojeter sur une autre histoire, en conformité avec leur IDN. Parce que, encore une fois, Infinite Proximity, qu'on peut traduire par proximité infinie, voilà, on va le traduire comme ça, proximité infinie entre nous, c'est-à-dire on est là pour très longtemps, parce qu'on est né comme ça, on est né pour être quasiment éternel, mais on doit toujours être dans la proximité, entre nous, avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec notre écosystème d'une manière générale. Emmanuel, oui. Je me permets de te poser une question à ce stade-là. Comment t'expliques que, parce que tu te souviens, quand tu t'as fait référence à la discussion qu'on avait eue au tout début, ouais. Ce truc-là, la raison d'être, c'est un peu méta, un peu intellectuel, et en quoi ça peut agir sur les opérations et sur le quotidien des gens. Et en même temps, tu as fait l'expérience à travers tous les roadshows en abordant cette question avec des collaborateurs, et je précise pour ceux qui nous écoutent, Jeffco, les collaborateurs, c'est des gens qui conduisent des Fenwick dans les entrepôts, des gens qui mettent des cartons dans des camions, qui conduisent des camions. Enfin, on est sur une population qui n'est pas une population, on va dire, col blanc de sièges sociaux à la Défense. C'est 85% de col bleu chez nous. Col bleu. Et donc, comment t'expliques que cette population-là, vous avez réussi finalement à connecter avec des travaux quand même qui sont d'un niveau… tu vois, on parle de raison d'être, donc avec des acteurs et des agents de terrain, et que ça a pu avoir cet impact-là et que ça a pu les embarquer autant que ça. Alors, pourquoi ça les a embarqués autant que ça? Ça les a embarqués autant que ça pour une raison assez simple, c'est que le produit de sortie des travaux, c'est-à-dire Infinite Proximity, comme c'était le vrai décryptage de l'ADN, ça leur a parlé. Ils se sont reconnus. Ils se sont simplement reconnus. On aurait fait un truc, entre guillemets, conceptuel, alambiqué, compliqué, et on aurait mal décrypté l'ADN, ça ne leur aurait pas parlé, on aurait fait un bide. Mais ils ont d'abord acheté le truc, parce que de manière très synthétique, on avait le bon codage de l'ADN à leur livrer. Et ils se sont reconnus, tout simplement. Donc, c'est d'abord grâce à la qualité des travaux qu'on a eu cet effet-là. La deuxième raison pour laquelle ils ont adhéré, c'est que tout ce roadshow, on leur a livré une boîte à outils. Je ne sais pas si tu te souviens, Claire, on leur a livré une boîte à outils et on a dit on ne va pas organiser à votre place les sessions. Chaque agence, chaque chef d'agence des 70 sites, on lui livre la boîte à outils du décryptage de l'ADN et vous mettez en scène ce qu'on a appelé les Infinite Proximity Day. Donc, ça dure entre une journée et et demie. Comme vous le sentez, pour que ça vous ressemble. La seule chose que l'on imposait, c'était des temps de parole entre le comité de direction des petites équipes. Donc, on leur a donné la matière, ils se sont reconnus dedans et on leur a laissé aussi toute l'attitude à s'organiser, à le mettre en scène pour dire, nous, la façon dont on vit Infinite Proximity à l'agence d'Orléans, à l'agence de Valenciennes, à l'agence de Lyon, à l'agence de Marseille, à l'agence d'Hendaye, c'est ça. Et on a des formes d'expression très différentes, très, très différentes. Mais pour résumer, c'est la qualité du décodage, de la raison d'être, ça c'est clair. Et le deuxième, c'est aussi la méthode qu'on a utilisée qui fait qu'on n'a pas imposé l'appropriation, c'est eux qui l'ont fait à leur main. Et Emmanuel, là, dans la crise qu'on est en train de vivre, est-ce que tu as des signes, est-ce que tu as pu voir d'autres signes qui montrent que ce travail que vous avez mené depuis déjà plusieurs années
il a des effets encore aujourd'hui et peut-être dans la manière dont les équipes ont réagi. Oui, alors d'abord, il y a eu un premier effet post-2017 et début 2018, c'est que la confiance entre le top management et le reste de tous les salariés a nettement augmenté et on a eu une seconde enquête d'engagement qui n'a pas doublé notre score, mais qui nous a fait gagner 13 points. Donc on est à 35, on n'est encore pas tout à fait dans la moyenne, qui a montré que les gens étaient plus engagés, avaient plus confiance dans la boîte et en eux et dans leur management. Donc on a abordé la crise là qu'on vit depuis 2 mois avec déjà une qualité de relations interpersonnelles assez forte. Là où j'ai vu que ça nous avait beaucoup aidé, c'est que au début de la crise, c'était la semaine du 16 mars. Nous, on est dépendant de la filière automobile, notre chiffre d'affaires encore à 65%. Donc, on est très spécialisé filière automobile. Donc, comme vous l'avez tous vu, la filière automobile, elle s'est quasiment arrêtée du jour au lendemain. Et il y a un énorme questionnement sur la façon dont la filière automobile va reprendre. Tout à l'heure, Anne-France parlait des conditions de reprise, des subventions, etc., qui vont être beaucoup autour de la transition écologique aussi. C'est-à-dire donner des sous pour soutenir la filière, mais pour avoir des véhicules beaucoup plus propres. Et ça, c'est plein de bon sens. Mais on a tout de suite compris qu'on allait très, très vite impacter. Et notamment parce qu'on avait cette dépendance au secteur automobile et que le ramp-up, le retour à la normale, serait très long. Ça, tout le monde l'a compris très rapidement parce qu'on fait preuve aussi de beaucoup de pédagogie. Et dans la semaine du 16 mars au 20 mars, on a été très, très vite pour mettre en place un accord sur la prise de congé, 3 semaines de congé à prendre et de repos, etc., en 3 mois. Pour pouvoir déclencher le chômage partiel, parce que c'est la valeur d'échange au support de l'État, qui au passage est exemplaire dans cette crise en France. On a tout de suite construit ensemble avec les salariés et les syndicats, on a trouvé des masques qui étaient dès le 23 mars disponibles pour les rares qui continuent à travailler, puisqu'on a fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires au mois de mars. Et tout a été très vite, a été très naturel. Et le vendredi 20, on avait le plan complet de mise en sommeil de la boîte, sauf les urgences à gérer avec les clients stratégiques. Tout ça, en fait, le plan pour s'adapter à la crise Covid, on a mis 5 jours et pas un de plus à le mettre en place sur une boîte qui fait 2500 personnes, 500 intérimaires, 70 sites, 4 métiers, parce que il y a quelque chose qu'on n'a jamais discuté, ça n'a jamais pinaillé, sur le fait qu'il y avait une situation d'urgence vitale pour la boîte. Et comme on est sur Infinite Proximity, les gens tout de suite ont percuté dans leur esprit en disant « Nous, on veut être longtemps ensemble dans cette boîte et pour ça, ça va passer par des efforts très rapides et très immédiats. » Mais je vous le dis comme ça n'a jamais été verbalisé. Je le dis 2 mois plus tard, ça n'a jamais été verbalisé. Mais quand je regarde notamment par rapport à mes confrères et mes concurrents avec lesquels je discute de ces sujets, de taux d'activité, de politique, de protection des gens, etc., ils ont mis 1 à 2 semaines de plus pour faire ce travail-là. Et moi, j'attribue la rapidité de l'adaptation de Jeffco France à la crise Covid au fait qu'on partage ce terreau, ces valeurs, cette raison d'être, cet ADN qui est Infinite Proximity. Et comme on le partage et que c'est complètement naturel, complètement au fond de nous, tout le monde a tout de suite percuté sur si on veut être nous-mêmes et rester nous-mêmes, il faut qu'on fasse des efforts très rapides et très forts. Voilà. Et donc, ça a marché très, très vite. Pareil avec les clients. Certains clients, d'ailleurs, nous ont reproché d'aller trop vite dans les mesures qu'on prenait, parce que eux, ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions 1 semaine ou 2 semaines plus tard. Voilà, donc ça a été un capital pour gérer la crise dans la capacité à entrer très rapidement dans les mesures sanitaires, économiques, sociales qu'il fallait mener. Par exemple, je vous donne un exemple. On est dans une boîte où on a la chance, j'ai convoqué un CSEC, jamais j'ai eu une histoire de délai de prévenance, etc. J'ai dit ce sera demain midi en téléconférence. Tout le monde était là, tout le monde était branché, le PV était fait à 15 h et l'accord était signé le lendemain à 18 h. Bon, et ça, c'est pas pour mes beaux yeux, que les syndicats font ça, parce qu'on s'affronte des fois sur d'autres sujets. C'est parce qu'il y avait ce partage complet de c'est quoi la boîte, qu'est-ce qu'on en attend, et donc qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite pour arriver à passer ce très mauvais cap. Ok, merci Emmanuel. Il y a quelques questions qui ont été posées là sur le klaxon. Est-ce que tu veux répondre à certaines d'entre elles ?
Alors, il y en a une qui est tout en haut à gauche. Est-ce que connaître son ADN a aidé GEFCO pendant la crise? Oui. Oui, parce que ça nous a aidé à accélérer les mesures d'urgence. Ça nous aidera probablement aussi dans l'étape numéro 2, parce que comme on va avoir un ramp-up assez lent à cause de la filière automobile. Je vous donne un autre exemple aujourd'hui. Comme on pense qu'on va avoir seulement 75% de notre carnet de commande jusqu'à l'automne, il est évident qu'il n'y a plus d'intérimaires. Et le sujet de la polyvalence et de la polycompétence se réinvite à nouveau. Et nous avons des salariés qui, spontanément, là, ces derniers jours, sont dans des agences, voient bien qu'ils n'ont plus assez de travail, ils l'analysent eux-mêmes, et viennent voir leur patron pour leur dire il manque un cariste en ce moment, on ne peut pas prendre d'intérimaire, je te propose de passer mon diplôme de cariste, ça s'appelle un CACES. Ce sont des gens qui ont entre 50 et 55 ans, qui sont depuis 20-25 ans dans un bureau chez GEFCO, et qui ont la résilience et l'intelligence de venir nous voir sur ce sujet-là. Et pourquoi? Une fois encore, parce qu'infinite proximity. Je veux rester dans la boîte, je veux que la boîte vive longtemps et je veux que ça dure longtemps. Donc, cette résilience-là et cette proactivité, elle vient du terrain. Donc, oui, ça a aidé tout de suite et ça a aidé sur la suite. Parce que, de toute façon, quand la crise est là, c'est un atout de savoir se parler et de savoir se parler de manière très naturelle. Alors, alors je ne sais pas, ça apparaît un peu dans différentes couleurs. Vas-y, choisis les questions que tu as envie de… Alors, les autres pays ont-ils aussi décliné? Oui, oui, oui. Oui, alors il y a des pays où ça a pris mieux qu'ailleurs. Dans les pays latins, ça a très bien pris. Très bien pris. Et puis d'ailleurs, parce que les pays historiques du GEFCO, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est l'Angleterre, c'est le Benelux. Ça a très bien pris. En Amérique du Sud, ça a très bien pris. Il y a des pays où ça prend un peu moins bien pour des raisons culturelles et parce que aussi les filiales sont beaucoup plus récentes. Beaucoup plus récentes. Donc l'ADN, décliner l'ADN et la raison d'être d'une boîte, ça aide quand vous avez un socle, une certaine ancienneté. En même temps, nous, je me souviens, on avait été étonnés, par exemple, de la Russie, puisque vous êtes présent en Russie, qui avait très, très bien accroché, alors qu'on est dans un pays avec une culture qui est quand même, on va dire, très pyramidale, hiérarchique, beaucoup plus… Tu as tout à fait raison. Et alors que la démarche a été très co-construite, avec beaucoup d'autonomisation des collaborateurs, on avait été étonné que certains pays qui étaient culturellement pas vraiment préparés à ça avaient complètement adhéré. Donc, ouais, alors en plus, comme le roadshow était quand même aussi festif, il y avait toujours un moment de fête, comme les Russes sont des bons fêtards, ça a aidé aussi, je pense. Mais oui, tu as raison, ça avait bien marché. Un conseil pour un autre dirigeant pour l'encourager à mener ce type de démarche, ce que je vais vous dire, c'est je pense qu'il ne faut pas avoir d'amour-propre mal placé. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis retrouvé avec des victoires comptables, des victoires de retournement, mais une énorme déception sur l'engagement des gens et je ne pouvais pas leur en faire porter la responsabilité. Donc, c'est d'abord moi qui me suis remis en cause. Et la façon dont j'avais mené les opérations jusque-là. Je les avais très bien menées d'un point de vue technique. Ça, c'est mon savoir-faire de base. J'ai aussi personnellement une très forte résilience et une capacité à absorber les choses. Et donc, j'exige aussi ça des gens. Mais le sujet du sens, le sujet de la raison d'être, le sujet de l'ADN, c'est un sujet que j'avais jamais exploré dans ma vie professionnelle. Et voilà, donc et j'étais dans une impasse et il a bien fallu que je me l'avoue. Donc, c'est de la résilience et pas d'amour propre mal placé sur le thème ils comprennent rien, mais de toute façon, c'est pas grave. Et puis c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, de l'humilité. Les syndicats dans tout ça, il y a voilà, tout à fait à droite, parce que ça, c'est un sujet important. Il faut quand même avoir un petit terrain favorable. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de syndicat révolutionnaire. Je n'ai pas Sud. Je n'ai pas la CGT. Alors, la CGT, elle se décline de manière très différente suivant les entreprises, mais dans le transport, en général, ils sont plutôt sévères. Je venais d'un environnement, comme je vous l'ai dit, le ferroviaire, où alors là, Sud et la CGT, je me les tapais tous les jours. Et donc, j'avais CGC, CFDT, CFTC et FO, avec FO majoritaire. La chance que j'ai eue, c'est que ces syndicats-là, comme ils ont très vite compris aussi, comme ils étaient très habités
très habité par l'ADN parce que c'était tous les élus et j'en avais un paquet. Hein. J'en avais un paquet. Pour vous dire, on était 3500, j'avais 500 élus, 500 personnes qui avaient un mandat, pardon. Pas tous élus, mais 500 personnes qui avaient un mandat. Donc j'avais une surreprésentation complète en termes d'IRP et qui était liée au fait qu'à chaque fois qu'il y avait un site qui avait dépassé 50 personnes, il avait été créé un CE, etc. etc. Et au départ, quand je suis arrivé chez Jeffco, j'ai dit je vais arriver à rien du tout avec ça parce que c'est affreux, ils vont tout bloquer, c'est foutu. Tous les accords des PSE ont été signés, mais la chance que j'ai eue, c'est que tous les élus ou tous les représentants nommés étaient des anciens Jeffco, entre guillemets, et étaient vraiment habités de cet ADN-là. Et le dialogue qu'on a eu, et d'ailleurs les premiers à pousser cette question qui était tout ce que vous avez fait est nécessaire. On savait bien que vivre très large, ça ne durerait pas autant que les impôts, mais la suite, c'est quoi? C'est eux aussi qui l'ont porté. Donc, je pense que les syndicats ont réussi ce genre de thérapie, ce genre de parcours. Si on n'a pas de syndicats révolutionnaires qui sont dans une autre cause que celle de l'entreprise, et si on a un ADN qui est très protecteur de l'entreprise, et si on a aussi des élus qui aiment profondément leur entreprise avant d'aimer leur titre, leur mandat, leur fédération ou la politique. Il y a une question intéressante, Emmanuel, parce que je vois le temps qui file. Il Oui. est 14h44. Alors peut-être Oui. que certains participants accepteront de continuer un peu avec nous, mais est-ce que vous avez, Emmanuel, des points de vigilance ou d'amélioration à partager suite à cette expérience? Si c'était à refaire. Alors, ouais, j'en ai deux et ça rejoint est-ce que cela vit au quotidien et comment. Alors, moi, ce que je vis, c'est quand on rentre dans ce chemin-là, c'est un chemin sans retour. C'est-à-dire que on décode l'ADN de l'entreprise, on donne sa raison d'être, on le partage avec tous les collaborateurs, y compris jusqu'au plus bas niveau. Donc, on est dans un exercice de vérité. Donc, tout mensonge qui vient après a un effet boomerang immédiat. Donc, c'est un chemin sans retour. Alors, ça peut faire peur, parce que l'environnement est changeant, les actionnaires peuvent changer, les priorités peuvent changer, le top management peut changer, ça peut faire peur. Mais au fond, il faut en avoir conscience. Vous vous engagez à dire la vérité aux gens dans le respect de la raison d'être et de l'ADN de l'entreprise. Et ça peut parfois s'accommoder difficilement de certains tournants stratégiques de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un chemin sans retour. Ceci étant, les bénéfices sont tellement plus élevés que le risque qu'il faut le faire. Et puis, nous, on est dans des métiers où, je vais vous dire, on a deux assets, hein, on a deux actifs dans nos métiers de transport et logistique. C'est les systèmes informatiques et les gens. On vend du service. Le service, c'est de la promesse. Si vous êtes impliqué, si vous êtes Infinite Proximity, vous allez vous défoncer pour faire le service. Si vous n'êtes pas impliqué, votre service, ça va devenir du mensonge. Donc ça, c'est important. Et est-ce que ça vit au quotidien? Oui, ça vit au quotidien. Alors, on a eu un petit coup de mou derrière le roadshow parce que comment faire vivre tout ça. Mais en fait, à travers les rituels, notamment les prises de poste, on a relancé à travers les prises de poste tous les matins, où on parle de quoi? Où on parle bien sûr de sécurité, ça c'est obligatoire, on commence par ça. On parle de la satisfaction client, on parle de la productivité et on parle du savoir-être ensemble. On parle de ces quatre choses, toujours. Dans cet ordre-là, mais on en parle toujours. Mais à faire vivre, il faut l'inventer aussi. Hein. Voilà. Il y a plusieurs questions sur le comment de l'analyse de l'ADN, d'où vient le nom Infinite Proximity, plutôt sur la recette, on va dire. Alors, la recette, je vais vous dire, je n'étais pas dans le groupe de travail qui a phosphoré pendant, j'allais dire des mois, hein, Jean-Noël. Hein. Vous êtes mis sur une pédille, je ne sais pas ce que vous avez fait. À une question de Charlotte là, qui posait la question qui a trouvé le nom Infinite Proximity? Est-ce que c'est nous? Non, ce n'est pas un truc qui est plaqué de l'extérieur, fait par une agence de com ou le super concept génial. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, c'est un processus de co-construction et d'intelligence collective. Au fond, ça a été animé à travers un groupe qui émanait de l'ex-com de Jeffco, donc c'est le comité exécutif groupe de Jeffco, qu'on a animé sous forme d'atelier, chaque atelier durant une journée sur plusieurs mois, un par mois, pendant 6 mois. Donc, vous voyez, c'est un investissement important du top exécutif, de l'équipe de tête, et alimenté par
plein de matières qui viennent du terrain. Donc, enquête, écoute terrain, interview, etc., etc. Et ce processus-là, à la fin, dans un travail qui a réuni tout l'Excom pendant un séminaire de 3 jours, dans lequel tu étais là, du coup, Emmanuel, tu te souviens, avec un processus très particulier qui sollicite davantage on va dire le cerveau gauche le cerveau droit, plutôt le cerveau gauche que le cerveau droit, on va dire, a abouti à ces 2 mots, infinite proximity, qui ont été un résultat en fait, de ce processus-là, et qui à un moment donné, ils se sont regardés ensemble, mais c'est ça, on tient notre truc, une forme de eureka, si vous voulez. Mais c'est le résultat d'un long processus de maturation. C'est toujours le problème, hein, les processus d'introspection, parce que quand on travaille sur ces sujets-là, et Anne-France aussi, on travaille ensemble sur ces sujets-là couramment, on voit bien que c'est des processus à maturation qui nécessitent un temps d'exploration, de travail, d'y revenir, etc. Ça ne va pas de soi. Ça ne se trouve pas sur un coin de table en 2 heures. Enfin, si on fait ça, c'est juste c'est de l'amateurisme, quoi. La réalité, c'est que ça nécessite ça. Et donc, c'est un investissement des dirigeants. Il faut que les dirigeants s'engagent et portent ce travail-là. D'ailleurs, de la même manière, vous avez vu, Emmanuel l'a fait au niveau de la France, mais ça a été vrai. Et d'ailleurs, si j'avais à rajouter un point, les pays chez lesquels ça a très, très bien marché, étonnamment, c'est les pays où les dirigeants des pays sont complètement rentrés et sont appropriés le sujet avec leurs équipes, quoi. De la même manière que tu l'as fait avec ton codir au niveau de toute l'équipe de la France. Et voilà, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir à un autre moment pour ceux qui ça intéresse. Mais... Pour rebondir sur tes propos, Jean-Noël, et sur ceux d'Emmanuel, c'est vrai que s'il y a des mots-clés à sortir de son vocabulaire quand on parle de raison d'être, c'est bien celui de recette. Et par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est nécessairement un exercice itératif qui exige de la maturation et dans lequel les dirigeants sont fortement impliqués. Point. Après, l'approche est complètement modulable en fonction des cultures et des contextes des entreprises. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit en aucun cas de recette. Et comme le dit Jean-Noël, la puissance transformatrice, elle vient de l'intelligence collective. Et l'objet final, c'est un objet qui a été éminemment construit par l'interne. Et comme Emmanuel le disait, c'est pour ça que ça parle. Si ça ne parle pas, c'est que ça ne sert à rien. Ouais, et d'ailleurs, on voit bien dans ce que tu as raconté, Emmanuel, quand Emmanuel, tu disais que la démarche, il y avait beaucoup de liberté laissée à l'ensemble des acteurs de terrain, y compris au niveau des agences, au niveau le plus bas. C'est un des principes clés. C'est ce que tu dis, Anne-France, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la co-construction permanente à tous les niveaux. Alors, chacun a son niveau de responsabilité, chacun sur son périmètre d'action, mais c'est que comme ça qu'à la fin, on arrive à une appropriation et du coup, une mise en action réelle et sincère de cette matière-là. Sinon, ça restera toujours un joli truc sur un panneau ou une affiche. Et pour répondre à Charlotte, les travaux de GEVCO ont démarré bien avant la loi Pacte. Oui. Ouais, je pense que là-dessus, notre président, Luc, il a été en avance. Il a été en avance d'un coup. Par contre, très clairement. À Charlotte, l'effet de la loi est extraordinairement fort quand même, hein. Donc aujourd'hui, s'il y a une mise en mouvement très forte, puisqu'on va jusqu'à des inscriptions statutaires, donc avec des impacts très lourds, c'est l'effet de la loi qui est là quand même. Ouais, c'est là où la loi joue bien son rôle d'inciter et de créer des conditions favorables à ça. Mais effectivement, il y a quelques dirigeants qui avaient enclenché ça, et fort heureusement d'ailleurs, puisque ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur ces questions, et qui par conviction, parce qu'ils sentaient que c'était voilà, tous les sujets autour de manager par le sens, donner du sens. Hein. Tout le monde, on dit donner du sens, mais le sens, ça veut dire quoi faire ça? Et ben, c'est typiquement ce genre de travail, quoi, travailler sur l'ADN, la raison d'être. Et pour nous, effectivement, la raison d'être, c'est là où on voit qu'elle est à la fois porteuse d'une singularité, donc c'est l'ADN, c'est le mot qu'utilise Emmanuel, et en même temps, elle projette sur le futur. Elle projette, c'est à la fois un futur désirable, quoi. Ces 2 piliers de la raison d'être sont très importants, parce que c'est ce qui va créer l'engagement et la mobilisation derrière de l'ensemble d'un corps social, en fait. Et des parties prenantes, parce que là, Emmanuel a beaucoup parlé de l'interne, mais on a tout aussi la relation avec les clients, les fournisseurs, tout l'écosystème. Il y a un enjeu clé là, et on rejoint bien toute la question des parties prenantes, de la mobilisation de l'écosystème autour d'une raison d'être bien comprise. Je vais vous donner un exemple. Je passe beaucoup de temps avec les clients en audio en ce moment. Quelques gros clients qui nous ont dit « Vous vous êtes arrêté trop vite, vous avez été trop vite par rapport à nous. Expliquez-nous. »
et je leur explique exactement la façon dont on a mesuré l'impact de l'épidémie, comment on a modélisé en 48 heures le fait que si on ne faisait rien chez nous, parce qu'on est très présent dans l'Est, nous serions très probablement entre 20 et 25% de gens qui auraient le Covid sous 15 jours, hein, en partant du fait qu'une personne le transmettait à 3, les informations qu'on avait à l'époque, mais d'ailleurs c'est peut-être plus aujourd'hui, c'est peut-être plus de 4, 5 ou 6. Et ça met tout de suite de la paix avec les clients parce qu'ils disent on comprend tout à fait ce que vous avez fait, vous avez été extrêmement responsable, vous partagez les informations, vous êtes transparent et vous avez voulu vous projeter très loin pour pouvoir redémarrer. Et on a été les premiers à arrêter dans la profession au titre du confinement, mais on a été aussi les premiers à redémarrer. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'on a été les premiers à avoir des équipements, on a toujours eu un temps d'avance. Et ça, c'est parce que Infinite Proximity, notre boussole, notre raison d'être, elle est complètement et naturellement partagée par tous. On n'a plus besoin de l'exprimer. Elle est là. Elle est là. Elle fait partie de l'actif immatériel de la boîte. Peut-être que pour terminer, Jean-Noël et Emmanuel, comme il est 14h53, peut-être c'est de finir sur quelque chose de plus projectif, avec les questions qui sont sur les prochaines étapes et les next steps avant de remercier tout le monde. Alors, vous l'aurez compris, moi je suis rentré dans ce chemin-là parce que j'ai toujours un peu de mal à me projeter très loin. Donc, je me suis servi de l'ADN de Jeffco et de sa raison d'être pour pouvoir projeter Jeffco. Pour le moment, on a une feuille de route et un projet d'entreprise qui s'appelle Customer Infinite Proximity qui déroule jusque fin 2021. Pourquoi fin 2021? Parce qu'au 1er janvier 2022, on est en concurrence sur le business PSA et c'est très probablement une autre étape qui s'ouvre. Donc, le plan est écrit et là, je vais vous dire ma priorité là en ce moment, c'est comment on sort renforcé de cette crise dans les prochains mois. Donc, je ne suis pas vraiment encore sur le monde d'après, je suis sur le comment on se retrouve et comment on refait corps comme un Matrix qui se recompose. C'est ça mon sujet. Donc, je ne sais pas répondre à cette question au moment où je vous parle. C'est déjà de vivre le projet qu'on a et de retomber sur nos pattes. Voilà. On a sauté très vite de l'avion, on a eu du mal à ouvrir notre parachute, on l'a ouvert. Maintenant, il faut atterrir sans se casser une cheville. Et puis là, on va voir le monde autour de nous et on va voir comment on s'adapte. Mais ça, c'est très probablement le boulot des 6 prochains mois. Et pour répondre à en quoi votre leadership a été transformé, alors vous savez, dans ces enquêtes d'engagement, on mesure votre leadership. Donc, j'étais très content parce que ma note de leadership avait fortement augmenté. Ce que je peux vous dire, c'est que avant, majoritairement, quand j'avais une relation interpersonnelle à un collaborateur, notamment d'abord aux membres du CODIR, je leur disais ce qu'ils devaient faire. Voilà. C'était des ressources, au premier sens du terme. Et ce n'est pas péjoratif, c'est comme ça, parce que j'ai toujours mené des plans d'urgence, de redressement, et en général, on est dans une course contre la montre, et il faut sauver les boîtes. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, tu sauves les boîtes et tu verras après. Mais en fait, je sauvais les boîtes et j'allais voir une autre boîte. Je ne prenais pas le temps de voir l'après. Ce que ça a changé, c'est que j'ai beaucoup plus écouté les gens et j'ai beaucoup plus pris en considération ce qu'ils étaient, avec aussi leur personnalité. Oui, ça a changé. Et donc là où je traitais les choses parfois en 5 minutes de manière très directive, aujourd'hui, ça me prend peut-être 20 minutes, mais franchement, ce quart d'heure-là, à la fin, il ne me manque pas, quoi. Voilà, au contraire. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Ça a changé mon rapport à l'autre, très franchement, dans l'entreprise. Ça, c'est clair. Alors aussi, pourquoi? Parce que oui, ça doit se voir, je suis une éponge à émotions et j'avais pris comme habitude de me protéger des émotions pour traiter des situations faciles. Et là, j'ai trouvé le bon curseur parce que ce n'est pas l'émotion qui parle, c'est la relation interpersonnelle autour d'un objet qui est une personne morale qui est l'entreprise avec son ADN et aussi des personnalités des gens avec lesquels je travaille. Donc oui, ça m'a changé, je dois l'avouer. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour ta sincérité, Emmanuel. Avant le mot de la fin par Jean-Noël, je voulais juste rassurer ceux à qui on n'a pas répondu. Venez au prochain rendez-vous qu'on vous propose avec des sociétés à mission qui auront largement l'occasion de vous parler de pacte, des effets juridiques et des KPI et autres. Donc là, ce n'était pas l'enjeu d'explorer ça aujourd'hui avec Emmanuel. Et peut-être, Jean-Noël, le mot de la fin. Bah oui, juste le mot de la fin. D'abord, merci à Emmanuel d'avoir participé son expérience et d'avoir participé aussi à cette rencontre pour partager son expérience. On aura d'autres témoignages alors de nature complètement différente, sur des axes aussi différents, mais ça fait partie aussi de la diversité des expériences. Et comme on l'a dit, c'est la raison d'être en vrai. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que
voilà, les gens qui le vivent et qui travaillent sur ces sujets-là, on parle le plus librement possible, avec le plus d'authenticité possible. Donc, nous aurons d'autres intervenants la prochaine fois. Je crois que le prochain, c'est en juin, mois de juin. Patrice Carayan, ouais, de Tu as la date Kiesi France. Tu as la date, non Le 23 juin. Le 23 juin, ok, merci. Donc, ça sera le 23 juin avec Patrice Carayon, qui est président de Kiesi France, qui est un laboratoire pharmaceutique international présent en France et qui notamment a été certifié Bicorp très récemment et qui s'est engagé aussi dans cette réflexion sur la raison d'être. Et donc qui avec une déclinaison avec en engagement et puis et avec un lien avec leur politique RSE, on en parlera avec lui donc le mois de juin pour ceux que ça intéresse. Donc écoutez, on vous souhaite à tous une excellente après-midi. En tout cas, merci à vous d'être restés un peu plus longtemps. Je vois qu'il y a encore beaucoup de participants qui sont restés alors qu'on a dépassé le timing. Donc merci à tous ceux qui sont encore présents et puis on vous souhaite un excellent week-end de peut-être de 3-4 jours pour ceux qui font le pont. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci Emmanuel.